Bonjour à tous et bienvenue à la conférence web Apsis Cyborg et Kiriba où nous allons vous parler aujourd'hui de Dynamic Discounting. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Alex Léritier, Global Head of Working Capital Solutions chez Kiriba, et Maxime Dubois, Pre-Sales et Delivery Lead chez Kiriba. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Alexandre, bonjour Maxime. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Bonjour. On vous laisse la main pour la présentation. Merci messieurs. Merci beaucoup et merci à tous pour votre temps. C'est un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui sur le thème du Dynamic Discounting ou en bon français de l'escompte dynamique. Donc pour casser un peu le suspense du départ, ça permet de faire quoi concrètement ce type de solution? Essentiellement 2 points. Améliorer le retour, la profitabilité sur la liquidité que vous avez aujourd'hui éventuellement en banque. Vous verrez comment et pourquoi, mais on arrive à atteindre des taux qui sont supérieurs à 10% par an, ce qui est bien mieux ou bien plus compétitif, si je puis me permettre, que les taux de rendement bancaire sur la liquidité que vous pouvez éventuellement récupérer aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, d'améliorer la résilience de vos fournisseurs, c'est-à-dire de les aider en leur fournissant plus de liquidités à mieux faire face à l'environnement actuel qui malheureusement va en ce moment dans la mauvaise direction. On parle de plus en plus de récession. Ce n'est pas pour la France, c'est une tendance globale, ce qui met à rude épreuve dès à présent, en plus des tensions qu'on a sur les supply chains, met à rude épreuve la solidité de certains fournisseurs qui peuvent être stratégiques pour vous. Donc voilà les 2 points que nous allons traiter aujourd'hui durant ce webinaire. Maintenant, j'ai commencé de façon, on va dire, un peu inhabituelle. Étant une société de software, normalement, on va vous parler d'innovation, de tout nouveau, super fancy, et on doit utiliser normalement des tas de buzzwords, style blockchain, AI, etc., pour faire super cool. Maintenant, la réalité, je vais commencer avec une histoire assez personnelle, qui est en fait l'inverse de tout ça. C'est qu'en fait, l'escompte dynamique ou dynamic discounting, c'est quelque chose qui est très ancien. Et l'anecdote, c'est qu'en fait, quand j'étais gamin, mon grand-père était électricien, artisan électricien, et déjà, il me racontait ces histoires d'escompte dynamique sur facture d'après-guerre. Donc, vous allez me dire, c'est un peu surprenant d'avoir un truc aussi ancien qui pourtant présenté par une boîte de tech est censé être quelque chose de tout nouveau. La réalité, c'est que l'escompte dynamique en soi, c'est quoi? C'est de proposer à vos fournisseurs le paiement anticipé de leur facture, en échange de quoi il y a une réduction sur votre facture. Donc, en réduisant le montant de la facture, de facto, vous augmentez votre profitabilité, votre EBITDA directement. En soi, le concept est très simple. Là où ça devient plus compliqué, où historiquement ça a été beaucoup plus compliqué, c'est que c'est une solution qui requiert en fait un traitement, ou qui a requis un traitement manuel très important. Parce que première question, comment ça fonctionne une fois qu'on a fait passer une facture de 100, par exemple, à 98? Comment réentre-t-on cela dans votre ERP, dans vos écritures comptables? Jusqu'à présent, c'était un processus qui était manuel. Deuxième problème, quand vous négociez avec votre fournisseur, comment établit-on le taux? Et donc souvent, ça se fait de façon manuelle ou par téléphone ou par email. Donc là encore, ça prend pas mal de temps. Et certains avaient songé une solution, on va dire, intérimaire, qui était de dire, on va mettre en pied de facture une petite note qui dit, si on paie dans les 10 jours, voici on aura un escompte, une réduction de temps. Mais le problème, c'est que entre les 10 premiers jours, qui parfois passent très très vite, mais surtout entre les 10 premiers jours et la date théorique de paiement de la facture, il peut se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et dans ce cas-là, que fait-on? Et en fait, cette petite ligne ne couvrait pas cette partie, ce qui veut dire qu'il y avait une grande partie de la facture qui n'était pas du tout monétisable durant sa vie, ce qui posait pas mal de problèmes. Donc, le message, c'est qu'on a une solution qui est ancienne et son traitement a été très fastidieux. Ce qui fait que, dans la pratique, une entreprise qui a beaucoup de fournisseurs n'était pas en mesure d'automatiser ce process et du coup l'utiliser de façon exceptionnelle au mieux. L'avantage ou l'intérêt, on va dire, des solutions que nous pouvons proposer, c'est en fait d'automatiser et de simplifier considérablement tout ce que je viens de vous présenter. De faire en sorte que vos fournisseurs puissent demander cet escompte en ligne automatiquement
en ayant calé le taux d'escompte, les conditions, les groupes, éventuellement des groupes de fournisseurs en fonction de votre situation. Et lorsque cela est fait, les instructions de paiement, les instructions pour mettre à jour votre ERP, tout cela est débouclé automatiquement. Là est véritablement l'avantage des solutions de software que nous pouvons vous proposer. Dernier point très important, on parle de software, mais pour éviter toute ambiguïté, en fait, nous sommes une entreprise de SaaS, de Software as a Service. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de software à installer chez vous. Tout se fait automatiquement en ligne, ce qui veut dire que vous n'avez pas d'update, d'upgrade à mettre en place, qui peuvent être coûteux, ennuyeux. Je m'arrêterai là pour rester poli, et ainsi avoir quelque chose qui soit en permanence à jour, simple à utiliser. Voici en quelques mots l'idée d'aujourd'hui et du pourquoi nous sommes là avec vous. Maintenant, pour présenter cette séance, bien entendu, moi j'ai déjà commencé à parler, donc de façon très mal polie, du coup, je vais me présenter en premier. Mon nom est Alexandre Lhéritier ou Alex Lhéritier, donc je suis en charge globalement de l'activité Working Capital Solutions pour Kyriba, et je suis accompagné de mon ami Maxime qui va se présenter tout de suite. Donc Maxime Dubois, Pre-Sales and Delivery, donc dans notre équipe de Working Capital. Merci beaucoup. Donc, sans plus attendre, entrons dans la présentation de comment fonctionnent les choses. Et donc, premièrement, qui est Kyriba? Donc, je vous rassure, on ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais essentiellement, Kyriba est une entreprise à l'origine française, créée il y a à peu près une vingtaine d'années, qui compte aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs et qui est présente géographiquement dans 20 pays. Nous sommes présents dans 20 pays, cela étant, nous couvrons nos clients à travers 93 pays à ce jour. Nous avons plus de 2500 clients, dont 800 en France, et plus de 80 000 utilisateurs actifs. L'essentiel de notre activité aujourd'hui est réparti entre la France, l'Europe, à peu près 40%, l'Amérique du Nord, 40%, et le reste du monde, à peu près pour 10%. Autre point important, c'est que nous sommes une entreprise, une plateforme de liquidité. Ce que cela veut dire, c'est que pour ceux qui nous connaissent, à la base, nous étions une entreprise de TMS, Treasury Management System, en gros le lien entre vos ERP ou votre ERP et l'écosystème que vous avez, à savoir vos banques essentiellement, et on simplifiait cette transaction. Cette activité-là est toujours là, c'est le cœur de notre métier, bien entendu, mais depuis beaucoup de nouvelles fonctionnalités ont été rajoutées. Les paiements, connectivité bancaire, le risk management, que ce soit votre dette bancaire, la partie Forex, Markets, mais aussi la partie Working Capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une seule plateforme, vous pouvez gérer, récupérer vos positions bancaires en un seul clic, simplifier et unifier vos procédures de communication bancaire, mais aussi automatiser, digitaliser l'établissement de votre cash flow forecasting, c'est-à-dire ne plus utiliser obligatoirement une feuille Excel, comme c'est le cas d'une grande partie du paysage corporate, mais aussi intégrer des solutions d'optimisation de votre BFR. Et donc, cette activité BFR, c'est celle dont je suis en charge. Ici, sur ce slide, vous avez quelques exemples de groupes qui nous ont fait confiance. Vous verrez, ça couvre différents secteurs d'activité, corporate aussi bien que banque. Ça veut dire qu'en fait, pour les banques, nous fournissons des solutions qu'on appelle white label, marque blanche. Et donc, en fait, on aide ces institutions à effectuer leurs activités financières et à faire l'interface avec leurs clients corporate. Maintenant, le dynamic discounting, en quoi cela consiste-t-il? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai expliqué, il s'agit de régler plus vite vos fournisseurs en échange d'une réduction de la facture. Le point négatif de cette solution, c'est que ça va réduire la liquidité que vous avez éventuellement en banque. Par contre, l'avantage, c'est que ça va réduire, alors en anglais, votre cost of goods sold, donc en fait vos coûts opérationnels, et mécaniquement améliorer votre EBITDA. Et ainsi, comme vous le disiez en introduction, ça améliore la force de votre supply chain. Aujourd'hui, ce que l'on constate en effet, c'est qu'il y a un nombre croissant de fournisseurs qui reviennent voir nos clients en leur disant, écoutez, j'ai un problème de liquidité, pourquoi certaines de mes banques refusent d'augmenter mes lignes ou simplement réduisent nos lignes par anticipation de la récession qui a lieu en France ou à l'étranger. Et donc, j'ai besoin de cette liquidité pour pouvoir tenir. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure qui est beaucoup plus récent, c'est en fait des fournisseurs qui reviennent vers leurs clients en leur disant
je n'ai pas la capacité de répondre à toutes vos demandes, donc je dois prioriser mes propres clients. Que pouvez-vous faire, en gros, pour m'aider à effectuer cette sélection? Historiquement, la réponse numéro 1, c'était on va utiliser la variable prix. Je paie plus cher, donc livre-moi en priorité. Cet argument fonctionne toujours, bien entendu. Cela étant, ça veut dire que cela se fait au détriment de votre marge, de votre profitabilité. Et donc, la question derrière, c'est de quelle est la capacité que vous avez éventuellement à passer cette augmentation auprès de vos clients finaux, ce qui n'est pas une chose aisée. Une solution complémentaire ou alternative est justement de dire, dans ce cas-là, je vais payer plus rapidement et en apportant une liquidité plus rapide et surtout à moindre coût que ce que que les fournisseurs peuvent avoir à régler auprès de leur banque. À ce moment-là, je demande à être priorisé dans mes livraisons. Ce comportement-là est quelque chose que l'on voit de façon de plus en plus présente, tant en Europe que dans le reste du monde, puisque d'une certaine manière, tout le monde aujourd'hui est impacté déjà par l'augmentation des taux. Dernier point qui est très important, c'est que pour les clients qui sont, ou les acheteurs, vous qui êtes les plus forts, qui avez les meilleurs ratings, en tout cas que ce soit rating public, type S&P, Moody's, ou simplement le rating confidentiel établi par la banque, l'augmentation des taux déjà doit se faire sentir, mais de façon relativement modérée. On reste dans un environnement de taux historiquement faible. Cela étant, plus vous allez descendre dans votre chaîne de fournisseurs, plus vous allez faire face à des fournisseurs qui sont petits, moins bien notés, plus malheureusement pour eux, cette augmentation des taux va être exponentielle. Et du coup, eux commencent déjà à sentir bien plus fortement l'impact de cette évolution des taux. D'où cette remise en cause des supply chains auxquelles on peut contribuer. En tout cas, contribuer à améliorer la situation ou à mitigate the blow, réduire l'impact en meilleur français. Donc, que fait Kyriba dans ce setup? Nous digitalisons l'intégralité du processus, point numéro 1. Deuxièmement, nous vous permettons d'optimiser le contrôle de votre liquidité. Quand je dis contrôle, c'est comment en faire, ce que vous pouvez en faire, mais aussi le retour sur cette liquidité qui, ne l'oublions pas, il n'y a pas si longtemps, la liquidité excédentaire était une liquidité qui avait un coût, puisque les taux négatifs, notamment sur la zone euro, forcés en réalité ont amené les banques à vous charger pour cet excès de liquidité, ce qui était un peu contre-intuitif, mais la conséquence naturelle malheureusement des taux négatifs. Dernier élément très important, nous gérons aussi l'onboarding de vos fournisseurs, parce qu'en effet, pour que cette solution soit mise en place, on va en fait offrir la possibilité à vos fournisseurs d'avoir accès à une plateforme entièrement digitalisée pour pouvoir suivre l'intégralité des factures qu'ils ont avec vous et leur donner la possibilité sur cette plateforme de pouvoir demander un paiement anticipé. Et pour ce faire, on va devoir contacter vos fournisseurs pour nous assurer que tout est en place, et que tout est OK de leur côté pour pouvoir utiliser au mieux cette plateforme. Historiquement, ce genre d'onboarding était géré soit par des banques, soit par les clients eux-mêmes. La réalité est que bien souvent, les clients n'ont pas les ressources en interne pour faire ce type d'activité, parce qu'onboarder 1000, 2000, 3000 ou plus fournisseurs ne se fait pas en quelques jours. Deuxième élément, n'ont pas toujours aussi l'expertise pour pouvoir le faire de façon rapide. Or, nous avons une équipe en interne qui est intégralement dédiée à cela et qui va mixer des solutions digitales d'onboarding, mais aussi des solutions on va dire de face-to-face onboarding pour pouvoir s'assurer de la participation de vos fournisseurs les plus importants. Maintenant, en termes de background, où en est-on aujourd'hui? Et je pense que c'est quelque chose que vous tous, auquel vous faites face, chacun d'entre vous, c'est qu'en fait, le paiement aujourd'hui, les payment terms, en fait, sont une zone de tension permanente entre l'intention de l'acheteur, le buyer, de payer le plus tard possible, et le besoin du fournisseur, de son côté, d'être payé le plus tôt possible. D'où cette tension permanente. Vous me direz qu'il y a en background la régulation, la fameuse loi LME qui en fait tend à contraindre ces payment terms. En effet, elle est bien présente. Cela étant, une grande partie de nos clients vont avoir des fournisseurs eux-mêmes et une activité au-delà de la France, au-delà de la zone européenne. Et à ce moment-là, dès qu'on sort de la France, déjà, on voit une application de la loi LME de façon, on va dire, qui peut être très différente.
la pratique de la LME en Italie est en effet très différente de ce que l'on peut voir en France. Point numéro 1. Point numéro 2, dès que vous sortez de l'Europe, il n'y a plus à ce moment-là de LME et à ce moment-là, la tension n'en est que plus forte. Et donc, nous, l'idée est véritablement d'aider à faciliter ces négociations dans la mesure du possible. Mais un point très important, c'est que le dynamic discounting est une solution qui vient en plus de ce qui aura été négocié préalablement entre l'acheteur et le fournisseur. C'est-à-dire que mettre en place une solution de dynamic discounting n'implique pas la renégociation avec vos fournisseurs immédiatement, voire par la suite. C'est quelque chose qui est facultatif, c'est un point très très important, et qui du coup vous permet d'implémenter une telle solution de façon très rapide. Plus spécifiquement, côté dynamic discounting, comment ça gérer, pourquoi parle-t-on d'une solution qui est gagnant-gagnant? Parce qu'en effet, ça permet en fait de répondre à deux besoins aussi différents entre le fournisseur et son client. Le fournisseur, comme vous le disiez aujourd'hui, a de plus en plus de pression sur sa propre liquidité, donc ils ont besoin de leverager éventuellement votre liquidité. Certains de nos clients disent, mais dans ce cas-là, je suis en train de me transformer en banquier de mon fournisseur. L'idée est correcte. D'un point de vue légal et comptable, la réponse est non, mais concrètement, l'idée est de leverager la liquidité que vous avez pour pouvoir en faire bénéficier vos fournisseurs, mais en contrepartie, d'améliorer votre rentabilité. Maintenant, ce que vous pouvez voir sur les tableaux du dessous, c'est que bien souvent, pour ceux qui utilisaient déjà du dynamic discounting, vous aviez une période d'action qui était préétablie souvent dans la facture de 10 jours. Et pendant 10 jours, on allait dire, ben voilà, si je vous paie durant cette période, on va pouvoir appliquer un taux de d'escompte de 2%. Et une fois qu'on avait placé cela, en fait, on entrait dans ce que j'appelle le triangle des Bermudes de la liquidité, c'est-à-dire votre facture n'est plus mobilisable, n'est plus finançable. À ce moment-là, en fait, l'opportunité d'optimisation tant de votre côté que du côté de votre fournisseur a disparu. Ce que nous permettons de faire, c'est en fait d'éliminer le triangle des Bermudes et d'avoir un triangle, on va dire, vertueux, où tout au long de la facture, vos fournisseurs vont avoir la possibilité de demander un paiement anticipé et nous allons établir avec vous la courbe de taux qui fait que plus vous allez vous rapprocher de la période théorique de paiement de la facture, plus le taux d'escompte va diminuer. Pour être aussi très clair, en fait, cette courbe peut être très flexible, c'est-à-dire que certains clients vont avoir une courbe qui va, on va dire, linéaire, qui va s'appliquer au prorata temporis, donc tout simplement, on fait du prorata temporis tout au long de la vie de la facture. Deuxième cas de figure, certains vont nous demander d'avoir une courbe par palier, de sorte à favoriser certains comportements, par exemple, éviter des demandes d'escompte en toute fin de vie. Donc, dans ce cas-là, on a un taux qui est très, très bas. Par contre, suroptimiser ou surpousser le taux d'escompte en début de vie, de sorte à pouvoir optimiser le retour sur investissement du cash, tout simplement. Maintenant, aussi un point qui est important, c'est qu'en termes de taux de rentabilité annuel, comment obtient-on les 10% de plus dont je parlais au début de la présentation? Prendre un cas très simple. Prenons une facture qui a une durée, un payment term de 60 jours. Cette facture, on va lui proposer un taux d'escompte de 2% une fois que la facture, bien entendu, est approuvée. C'est un point très important, je ne l'avais pas mentionné, mais la facture doit être approuvée par vous-même au préalable. Ça veut dire que si on prend 2% pour 2 mois, c'est-à-dire si on annualise, on va multiplier par 6, donc 2 fois 6, 12, on a à ce moment-là un taux de rendement annualisé de 12%. Voilà comment on obtient ce type de taux. En fonction de la localisation de vos clients, en fonction du taux d'intérêt ou de la devise qui est considérée, ce taux va varier. Par exemple, si vous êtes en zone euro, vous allez tourner dans des taux qui vont tourner autour de 1,5-2%. Quand vous allez sur des pays émergents qui ont des taux d'intérêt bien plus élevés, à ce moment-là, vous allez beaucoup plus facilement pouvoir augmenter ce taux puisque finalement, le coût de financement de vos fournisseurs, lui aussi, sera également bien plus élevé. Mais ce qui compte, c'est que de votre côté, vous allez pouvoir optimiser encore davantage votre cost of goods sold et de facto votre EBITDA dans cet environnement. Prenons un cas simple. Si vous avez aujourd'hui des fournisseurs en Turquie avec une facturation
que ce soit en Turkish Lira ou en dollars, ce qui est bien souvent le cas, gardez en tête que le taux d'intérêt pour la livre turque est de plus de 20% aujourd'hui. Donc, ça veut dire que le coût de financement est aussi supérieur à 20% pour les entreprises en Turquie. Et rajoutez à cela la relative rareté du dollar sur ce marché. Et donc, vous avez un taux pour obtenir des dollars en Turquie qui est bien supérieur au taux que vous allez obtenir vous-même. Donc, ce sont ces éléments-là que nous allons aussi prendre en compte avec vous dans la détermination du taux qui va pouvoir être appliqué dans l'escompte dynamique. Point important aussi, c'est que si vous le souhaitez, lorsque vous avez une chaîne de valeur ou une supply chain qui est complexe, nous pouvons vous aider à faire l'analyse financière préalable de votre base de fournisseurs et essayer d'identifier quel est leur rating crédit équivalent, leur localisation, et à ce moment-là, faire en fait une analyse en différentes catégories, en tiering de vos fournisseurs, pour pouvoir déterminer pour chacun d'entre eux, quelle va être l'enveloppe de liquidité que vous allez devoir ou allouer. Deuxième élément, quel taux vous allez pouvoir allouer de discount à chacune de ces catégories. Troisième élément, le message que l'on va adresser à chacune de ces catégories pour pouvoir avoir une communication qui soit aussi claire que possible, mais surtout aussi proche que possible des besoins ou des pressure points auxquels font face vos fournisseurs. Une question qui nous est souvent posée est de savoir, mais finalement, quel est le degré de flexibilité que j'ai, parce que parfois, je vais avoir de la liquidité disponible, parfois non. C'est la cyclicalité même de gérer de la liquidité dans nombre d'entreprises qui va varier d'une entreprise à une autre. La réponse est très simple. En soi, vous établissez dès le départ vos critères, c'est-à-dire que notre software va intégrer le seuil à partir duquel le dynamic discounting n'est plus disponible. De sorte que une fois que vous avez établi les règles du jeu, vous n'avez plus besoin de revenir dessus. Cela étant, si en cours de route, les choses changent, vous pouvez changer les critères et automatiquement, notre plateforme va le prendre en compte. Ça, c'est le point numéro 1. Il y a une autre option qui est disponible, c'est ce qu'on appelle le dynamic discounting hybride. En quoi cela consiste-t-il? C'est très simple. Lorsque vous avez de la liquidité et que cela répond aux critères que vous allez déterminer au préalable, c'est-à-dire je veux minimum 50 millions sur mon compte en permanence ou 100 millions, etc. À ce moment-là, notre système va automatiquement appliquer l'escompte dynamique ou le dynamic discounting. Deuxième cas de figure, les critères ne sont plus remplis. À ce moment-là, on a la possibilité de basculer sur ce qu'on appelle du supply chain finance ou reverse factoring, différents noms pour en fait le même type de solution, c'est-à-dire que on va demander à vos banques, bien sûr celles que vous avez présélectionnées, de financer en fait vos fournisseurs directement à travers notre plateforme. Ce qui veut dire que vos fournisseurs auront en permanence accès à une source de liquidité anticipée. Dans certains cas, cette liquidité proviendra de votre propre liquidité, du cash que vous avez en compte bancaire. Dans d'autres cas, il viendra des banques qui, elles, vous font confiance et sont prêtes à financer ce type de programme. Donc, encore une fois, notre software peut s'adapter à votre situation et véritablement optimiser ce type de solution et l'apport de liquidité que vous pouvez offrir à vos fournisseurs tout au long de l'année. Pour synthétiser, les avantages côté acheteur, quels sont-ils? Premièrement, le rendement à 10% plus, sans risque, bien sûr adaptable en fonction du taux et de la localisation, comme je vous l'indiquais. Deuxième élément, amélioration de votre rentabilité opérationnelle, votre EBITDA. Cela est d'autant plus important que lorsqu'on pense en matière, par exemple, de M&A, la valorisation de votre entreprise se fait souvent par un multiple de votre EBITDA. Donc, plus votre EBITDA sera optimisé, plus la valeur de votre entreprise est valorisée. Donc, du coup, ça veut dire qu'on n'optimise pas votre revenu financier, mais véritablement votre revenu votre profitabilité opérationnelle. Troisième élément, on renforce la relation avec vos fournisseurs, puisqu'en effet, vous leur apportez un élément différenciant par rapport au volume, au prix que vous êtes prêt à payer, vous leur apportez de la liquidité supplémentaire à un coût qui peut être très attractif. Quatrième élément, en fait, on peut mixer ce type de solution dynamic discounting avec le supply chain financing et donc du coup
renforcer davantage la liquidité qui va être offerte à l'ensemble de votre écosystème, de vos fournisseurs. Dernier élément qui n'est pas anodin, c'est la transition ESG. Accélérer la transition ESG de vos fournisseurs. Ce point-là, en général, peut surprendre. L'idée est très simple ici. Vous avez, pour nombre de nos clients, nous avons réalisé qu'ils avaient des fournisseurs qui sont stratégiques, mais qui parfois ne vont pas avoir une performance ESG qui sont en lien avec leur propre performance. Cela est problématique pour la raison suivante, et notamment pour les entreprises qui sont cotées. C'est qu'aujourd'hui, quand vous parlez ESG, vous avez 3 scopes, scope 1, 2 et 3, qui permettent d'évaluer votre performance ESG. Scope 1 et 2, essentiellement, c'est l'impact ESG de votre activité, en incluant la consommation énergétique qui est liée à votre propre activité. C'est ce sur quoi la majeure partie des intervenants de la place se focalisent pour l'instant, notamment les banques. Le scope 3 représente l'impact ESG que vous avez à travers votre propre supply chain. Ce scope 3 peut représenter jusqu'à 80%, par exemple, de votre impact ESG. Jusqu'à 80% de l'empreinte carbone que vous générez peut venir de votre supply chain. Et ce en quoi c'est important, c'est que justement parce que cette empreinte est très importante, c'est là que de plus en plus de régulateurs, d'investisseurs et demain les banques vont se focaliser. Donc, si vous souhaitez avoir une transition ESG qui soit aussi efficace et impactante que possible, à un moment ou à un autre, il va falloir intégrer vos propres fournisseurs. Or, certains de ces fournisseurs n'ont pas toute la liquidité nécessaire justement pour financer cette transition. L'avantage du Dynamic Discounting, c'est qu'on peut vous aider à intégrer des critères ESG qui sont les vôtres, très clair, pas les nôtres, donc ce qui est important pour vous, vos propres KPIs, et du coup, prioriser certains fournisseurs justement en allocation de liquidité ou en coût de cette liquidité pour pouvoir les aider à aller plus vite dans cette transition en dégageant plus de liquidité pour investir dans plus de programmes, par exemple, investir dans l'achat de panneaux solaires pour pouvoir réduire la consommation énergétique de certains de vos fournisseurs. Donc, c'est un élément qui peut être pris en compte et en ce faisant, nous avons la possibilité de vous aider à récupérer cette information et à digitaliser l'information ESG à travers l'onboarding, comme Maxime va vous le présenter, l'onboarding de vos fournisseurs. On peut récupérer plus de données, des certificats et intégrer ces éléments de façon beaucoup plus dynamique dans l'analyse que l'on va faire de vos fournisseurs. Côté fournisseur, comme je vous le disais, une source de liquidité supplémentaire. Deuxième élément, on vous permet en fait de réduire votre exposition, leur exposition aux acheteurs, c'est-à-dire que comme on paie plus vite, on réduit l'encours qu'ils ont envers vous-même. Et les fournisseurs eux-mêmes peuvent avoir des limites d'encours dans leur politique de risk management. En faisant cela, du coup, vous pouvez accroître votre volant d'activité de façon mécanique avec ces fournisseurs. Autre élément, vous leur permettez d'améliorer leurs DSOs et donc du coup améliorer certains de leurs ratios financiers, améliorer leur propre working capital, leur propre BFR. Avant-dernier élément, vous pouvez améliorer la prévisibilité de leur côté en matière de flux de trésorerie. En introduction, quand je parlais de digitaliser le cash flow forecasting, qui est une chose que l'on fait à travers nos propres outils qu'on offre à nos clients, certains fournisseurs n'ont pas ces outils et donc du coup, eux ont encore plus de difficultés à améliorer la visibilité de leur trésorerie, ce qui est un point stratégique pour eux. En utilisant ce type de solution, vous leur donnez une meilleure visibilité non seulement sur les factures qu'ils peuvent mobiliser avec vous, mais surtout sur la capacité qu'ils peuvent à optimiser et à quelle date leur liquidité. Dernier élément, et c'est un point qui est mutuel acheteur-fournisseur, vraiment vous améliorez cette relation fournisseur-acheteur puisque plus vous allez être proche d'eux, plus vous allez leur offrir ce type de solution, plus vous allez véritablement renforcer votre caractère stratégique à leur égard et du coup renforcer davantage cette relation pour le long terme. Notre promesse, du coup, rentabilité, indépendance, puisque nous ne sommes liés à aucune banque, donc du coup, nous sommes véritablement libres de vous offrir la meilleure solution possible. Réactivité ou rapidité pour vous permettre une mise en place en quelques semaines, on parle de 2 mois potentiellement pour mettre en place ce type de solution en intégrant l'onboarding de fournisseurs, ce qui est très rapide, une meilleure efficacité opérationnelle dans
la communication que vous avez avec vos fournisseurs, mais et notamment à travers notre plateforme automatisée, c'est-à-dire que vous n'aurez plus plus besoin de répondre aux coups de fil, aux emails de côté compta pour les communications ou les requêtes qui viendraient de vos fournisseurs, ce qui est une tâche qui prend pas mal de temps, qui a un coût caché, mais qui a un coût réel. En réalité, vous pouvez leverager la plateforme que Maxime va vous présenter pour pouvoir leur donner accès en temps réel, 24 heures sur 24, à l'information qui leur importe. Avez-vous reçu ma facture? La facture a-t-elle été payée? Si oui, sur quel compte? Ce genre de questions qui sont toutes simples, qui vous prennent aujourd'hui beaucoup de temps. En fait, tout cela peut être transféré directement sur notre plateforme que les fournisseurs vont pouvoir utiliser. Et enfin, accélérer la transition ESG, tant la vôtre que celle de vos fournisseurs. Pour être très rapide ici, je vais vous présenter quelques slides d'une analyse que nous avons présentée à nos clients, à l'un de nos clients, justement pour pouvoir déterminer le taux de rendement, la somme qu'ils allaient pouvoir allouer directement à leur programme de Dynamic Discounting. Vous voyez, cette entreprise qu'on va appeler Topco, elle a une dépense annuelle de 1,6 milliard d'euros. À travers l'analyse et le tiering que nous avons fait pour eux, on a déterminé qu'ils auraient à peu près 36 millions d'euros à allouer à ce programme de Dynamic Discounting. Gain potentiel en matière d'EBITDA, 3,3 millions d'euros. Rendement de cette liquidité, 9,2%. Concrètement, comment cela s'est traduit, cette analyse? On a extrait via une simple extraction ERP leur portefeuille de fournisseurs, 1405 fournisseurs, et on a regardé, quel était leur rating public ou équivalent pour pouvoir déterminer ceux qui auraient le plus grand appétit à passer sur ce type de solution. Pour faire simple, ceux qui ont un rating qui est moindre que celui que le vôtre ont une plus forte appétence à utiliser ce type de solution, et notamment les personnes qui sont ce qu'on appelle sub-investment grade, ou en tout cas en dessous de la notation triple B, triple D-. Et sur cette base-là, en utilisant la méthodologie que je vous ai présentée rapidement, à savoir quel était le niveau de dépendance des fournisseurs à votre égard, quels sont les délais de paiement actuels qui vous sont consentis versus les délais de paiement qu'ils vont consentir à d'autres de leurs clients, c'est-à-dire potentiellement vos concurrents, mais aussi quelle est la pratique locale pour chacun de ces fournisseurs, et confronter cela à leur notation crédit et éventuellement à la note ESG, on peut créer en fait différents groupes de fournisseurs et du coup établir une stratégie de financement qui d'ailleurs ne peut être que dans la direction d'un plus grand besoin, puisque comme vous voyez ici, par exemple, l'évolution des taux euros, l'évolution est à la hausse. Donc, ça veut dire que l'analyse ne peut qu'accroître l'appétence de vos fournisseurs par rapport à ce type de solution. Et donc, nous obtenions ce type de chart où on va voir finalement, en fonction de chaque groupe de fournisseurs, quelles sont les dépenses liées, quel est le taux que l'on va pouvoir proposer et quel va être le taux annualisé. Par exemple, ceux qui auront la plus faible notation dans les pays émergents où les taux d'intérêt sont plus élevés, en moyenne, nous allons proposer un taux de 10%. Par contre, pour ceux qui avaient le rating le plus fort, voire plus fort que celui de notre client, un taux de rendement annualisé de 2%. Et ainsi, pouvoir permettre de déterminer finalement quel montant va être alloué de ces 37 ou 38 millions d'euros, quel va être alloué à chacune de ces catégories et quelle va être la recette, le gain à faire pour chacune de ces catégories. Et en fonction de cela, déterminer quelle va être la stratégie de communication pour l'onboarding de ces fournisseurs, c'est-à-dire entièrement digital, email, plateforme marketing dédiée, en ligne, ou tout simplement rendez-vous one-on-one pour véritablement optimiser certains de vos plus gros fournisseurs. Et voici au final le tableau récapitulatif qui permet de valider avec nos clients l'approche que l'on va avoir avec eux. Voilà qui est tout pour ma partie. Donc, j'espère que ça n'aura pas été trop ennuyeux. Je vais laisser maintenant la parole à mon ami Maxime qui va vous présenter maintenant à quoi ressemble cette plateforme et comment finalement elle fonctionne en quelques mots. Merci beaucoup, Alex. On est sur notre plateforme donc Kiriba et on a mis notre casquette de fournisseur. Donc, j'ai reçu mes identifiants.
et je vais venir donc me connecter en tant que fournisseur. Hop. Donc la première chose, c'est notre nom d'utilisateur. Ensuite, on va avoir notre code client, donc il va être spécifique donc à votre base, à vous, et puis votre mot de passe. La première chose qu'on voit ici, donc on arrive sur notre page d'accueil. On a deux choses, deux dashboards donc, qui directement tapent à l'œil. Le premier sur notre droite présente nos paiements anticipés disponibles. Donc voilà, c'est les factures pour lesquelles on peut faire une demande de paiement anticipé. À gauche, on va voir les encours des paiements anticipés. Donc ça, c'est des factures pour lesquelles on a formulé une demande de paiement anticipé et pour lesquelles on est en attente donc d'un paiement. Comme Alex l'a expliqué plus tôt, vraiment ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est que nous, en tant que fournisseur, on va pouvoir faire le suivi à la fois de nos factures et à la fois des paiements en cours. Donc ça se fait directement via divers raccourcis, de notables. Le premier, c'est donc mes dernières factures. On va vraiment pouvoir voir ici toutes nos factures dans la base et les organiser via leur statut pour voir si on a formulé une demande de paiement anticipé, est-ce que cette demande a été validée et est-ce que le règlement de cette demande de paiement anticipé a été préparé. Le deuxième raccourci, ici, c'est mes derniers paiements. Donc, on va pouvoir directement voir ici les paiements qui sont en cours. On peut voir que, par exemple, on a un fournisseur qui a fait une demande de paiement anticipé pour lequel on attend d'un paiement anticipé, ou alors un paiement à échéance pour une facture qui, justement, n'a pas fait l'objet d'une demande de paiement anticipé. Je vais retourner à ma page d'accueil. Donc, on va faire l'action pour laquelle on a cette plateforme, c'est pour pouvoir faire une demande de paiement anticipé. Pour le faire, on a deux manières. La première, c'est donc de faire une demande de paiement anticipé rapide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en tant que fournisseur, on va choisir un montant qu'on aimerait percevoir. Et Kyriba va automatiquement, ici, nous proposer la facture qui se rapproche le plus du montant qu'on a souhaité donc percevoir. On va pouvoir sélectionner la date à laquelle on souhaite se faire payer et on va voir qu'en fonction de la date qu'on choisit, justement, le taux d'intérêt qui est appliqué va évoluer. Ces dates ici également peuvent être définies par le bailleur, donc pour choisir en fait qu'on souhaite uniquement payer nos fournisseurs, par exemple, les mardis ou les jeudis, en fonction de vos besoins. Je vais donc confirmer ma demande de paiement. On va avoir un disclaimer ici qui peut être adapté en fonction de vos besoins. Et on a formulé notre demande de paiement anticipé. Elle est partie du côté donc de notre acheteur. La deuxième manière de le faire, c'est de voir directement ici notre tableau. On a ici différents acheteurs et on va voir que en cliquant sur le montant ici, donc les paiements anticipés disponibles, je vais pouvoir sélectionner individuellement une facture spécifique pour laquelle je souhaite recevoir donc mon paiement anticipé. Là, par exemple, ça peut être un montant et on voit qu'on suit directement ensuite le même process. On va pouvoir venir choisir la date du paiement anticipé. Donc, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de casquette et on va maintenant se connecter en tant que bailleur pour voir justement comment ressemble la plateforme pour un bailleur et comment justement venir analyser ces demandes de paiement anticipé et les valider ou non. Donc, comme je l'ai expliqué, on est sur la même plateforme. Par contre, c'est l'espace de travail qui change. Donc, cette fois-ci, j'ai un autre nom d'utilisateur. Je suis effectivement l'acheteur. Donc, je me mets ici bailleur 4. Je remets mon code client, mon mot de passe et je me connecte. Là, encore une fois, la première chose qu'on va voir, c'est un dashboard. Ces dashboards, ils peuvent être vraiment personnalisables en fonction de vos besoins. Ici, c'est des exemples. On voit qu'ici, par exemple, on a les outstanding early payments, où on peut avoir, par exemple, une distribution des early payments en fonction de leur statut. Est-ce qu'elles ont été validées, rejetées, ou est-ce qu'elles sont à valider, justement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie Supply Chain Finance, donc on clique ici sur la gauche, Trade Finance, SF, facture à payer, et on arrive ici sur une menu map qui vous aide justement à naviguer dans l'application. Et ce qu'on va faire, nous, c'est aller voir donc, les Supplier Early Payment Requests pour pouvoir analyser nos demandes de paiement anticipé. Et on voit qu'on retrouve ici, tout en haut, la demande de paiement anticipé donc, que je viens de faire en tant que fournisseur. On peut voir le ticket de paiement anticipé pour voir le taux qui est appliqué, les frais, le montant net. Et ensuite, on va pouvoir venir la valider ou la rejeter en fonction de nos besoins. De mon côté, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur la démo et sur la plateforme. Je ne sais pas si vous avez des questions en spécifique. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Maxime.
Et voilà, en tout cas, en quelques mots, l'idée, c'était de vous montrer, sans prendre trop de temps, bien entendu, mais en tout cas, vous montrer à quoi ressemblait l'outil et finalement la facilité d'utilisation de cet outil. Un point que nous n'avons pas mentionné, mais qui est très important, c'est que cet outil est compatible et automatiquement avec nombre d'ERP. Nous sommes connectés aujourd'hui, Kyriba, à plus de 10 000 instances de ERP. Donc, que vous ayez Oracle, que vous ayez du SAP, soit ECC6 ou du S4HANA, nous sommes certifiés, notamment SAP. Donc, nous avons cette capacité à récupérer l'information automatiquement de la part de votre ERP et de mettre à jour aussi automatiquement l'information, les transactions qui sont faites par un paiement anticipé directement dans votre ERP. Donc, véritablement, la plateforme que vous avez vous permet de gagner un temps considérable dans la gestion de ce type de solution. Voilà, donc c'est tout pour nous. Donc, Charlotte, si ça vous convient, on peut commencer la séance de Q&A. Nous avons à peu près 15 minutes. Merci, messieurs, pour cette présentation. Alors, messieurs, nous avons une première question. Pour quelles raisons pensez-vous que ce type de solution soit si peu connu, voire utilisé? C'est une très bonne question. En fait, la raison en fait est toute simple. C'est que ceux qui la connaissaient, avaient beaucoup de problèmes opérationnels à la mettre en place sans, on va dire, l'aspect techno du software. Comme je le disais au départ, mettre en place conceptuellement de Dynamic Discounting est simple. Par contre, gérer la négociation du taux avec les fournisseurs, mettre à jour le nouveau prix de la facture qui a été réduit du fait de l'escompte dans le RP, etc., était très time consuming et du coup, beaucoup de personnes avaient abandonné cette option parce qu'opérationnellement, ils n'arrivaient pas à tenir la volumétrie. L'autre raison aussi est, on va dire, plus conjoncturelle, c'est que quand on est à une époque où, pendant pas mal d'années, on a eu des taux d'intérêt négatifs, en tout cas pour la zone euro, et la liquidité était très abondante, finalement, la question de l'optimisation de la liquidité n'était pas si importante que cela. Il y avait toujours une question de coût de cette liquidité, parce que maintenant l'excédent de liquidité coûtait, mais finalement, comme tout le monde avait de la liquidité, il y avait pourquoi changer quelque chose qui fonctionnait plus ou moins bien. Maintenant que l'on voit une plus forte tension sur les supply chains, comme je l'ai expliqué, mais aussi, par exemple, de nouveaux comportements, c'est-à-dire on parle de plus en plus de friendshoring versus offshoring. Si vous vous rappelez, pendant des années, on a poussé nos supply chains à externaliser les fournisseurs, à aller de plus en plus loin, aller en Asie pour obtenir les meilleurs coûts. Mais on se rend compte que avec la recrudescence ou le retour des tensions géopolitiques, en tout cas le retour de la géopolitique sur la scène financière, on a de plus en plus de clients qui sont en train de rapatrier une partie de leur propre chaîne de production ou tout simplement choisir de nouveaux fournisseurs qui sont dans des pays plus friendly. Et donc, du coup, ça veut dire trouver de nouveaux fournisseurs. Et à ce moment-là, quand dans ce contexte-là, ce qui est nouveau, à ce moment-là, on a besoin de plus de solutions pour négocier ou renégocier en fait ces payment terms et comment on va payer. Donc c'est pour ça que pendant pas mal de temps, ça n'a pas été finalement si top of mind, mais que c'est en train de revenir très rapidement et très fortement aujourd'hui. Merci. Nouvelle question. Dans quelle mesure la hausse des taux d'intérêt remet-elle en cause le dynamic discounting? Alors, ça ne la remet pas en cause, ça la favorise. C'est-à-dire que alors, premier élément, vous avez de la liquidité excédentaire et jusqu'à présent, cette liquidité vous a coûté, notamment la liquidité en euros, puisque vous aviez en fait normalement les banques. Alors, il y avait certains seuils d'intervention, mais en tout cas pour ce qu'on a pu voir, les banques pouvaient appliquer entre 20 et 50 points de base de coûts à payer sur les liquidités que vous aviez en euros. Donc, il y avait une sorte de pression naturelle pour dire finalement, soit envoyer votre liquidité ailleurs, soit finalement utilisez-la. En tout cas, ça me coûte moi en tant que banque et pour des raisons, on va dire, très factuelles. Hein. Mais en tout cas, donc, cette situation-là n'a pas disparu malgré l'augmentation des taux. À un moment ou à un autre, avec des taux qui continuent à augmenter, cela va disparaître, mais on n'y est pas encore. Par contre, de l'autre côté, l'augmentation des taux qui se fait sur les taux d'emprunt, les taux de découvert, elle a déjà augmenté et cette augmentation renforce encore davantage en fait
le besoin de nombre d'entreprises dans votre supply chain de trouver des sources de liquidité supplémentaires à un coût qui est moindre. Donc, véritablement, l'augmentation des taux d'intérêt renforce l'intérêt de ce type de solution auprès de vos fournisseurs. Merci Alex. Nous n'avons plus d'autres questions. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci encore, messieurs, pour cette présentation. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le sujet de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com ou dans votre espace client. Très bonne journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.